Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui j'interroge William Amor. William Amor a inventé son métier, ennoblisseur de matières délaissées. William Amor utilise les fers à gaufrer des ennoblisseurs de la haute couture pour créer des pétales de fleurs dans des sachets plastiques abandonnés. Il pioche dans le répertoire de l'ébénisterie pour imaginer ses marqueteries de mégots multicolores. Il coupe, il chauffe, il colle, il sculpte une matière qu'il compose lui-même. Chaque élément réemployé, on ne peut pas dire déchet quand on voit les fleurs qui poussent dans ce jardin-là. Chaque élément réemployé donc exige sa propre technique. Il faut sans cesse réinventer. Le respect de la matière, la fabrication d'objets durables, l'utilisation raisonnée des ressources sont au cœur de la vie des ateliers d'art. William Amor, par sa pratique et par sa démarche artistique, incarne cette évidence. Les métiers d'art ont un rôle à jouer et le jouent dans la transition écologique. Je vous invite à découvrir sa belle sensibilité. Bonjour William Amor. Bonjour Raphaël. C'est votre vrai nom, William Amor? Oui, c'est mon vrai nom. Merci papa. Merci papa. Et ben moi aussi, c'est mon vrai nom, Raphaël Lebeau. Merci papa. Parce que l'amour rencontre le beau aujourd'hui. Eh ben, bienvenue en tout cas à l'atelier et ravi de cette rencontre. Je suis ravie d'être là. On est à la Villa du Lavoir, à Paris, dans le 10e arrondissement, qui est un regroupement d'artisans. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce lieu fascinant dans lequel on se trouve aujourd'hui ? Alors, la Villa du Lavoir, en fait, c'est un lieu qui regroupe environ 13 artisans, designers, en tout cas un panel très éclectique. Il y a de grands talents et c'est un peu comme un petit village. On se connaît tous déjà un peu, donc il y a une ambiance assez folle et puis des talents assez incroyables. Alors, comme je sais que vous les aimez beaucoup et avec beaucoup de pression, parce que si vous en oubliez un, il y a tout, je vais vous en vouloir. C'est dur de les citer tous. Ben, on va quand même citer quelques noms comme ça pour les saluer, les embrasser fort. Oui, alors là, il y a l'atelier Baquet-Molinier, Karl Maslow, Sébastien Cordolani, Archipel, Aurélia Leblanc, Naïs Jarnou, l'atelier René Tazé, Élise Foin, Fidèle, Sisseur, c'est dur, je ferai sûrement quelques-uns. Non mais c'est très bien, et puis j'entends beaucoup de noms de lauréats de la Fondation Banque Populaire, c'est une coïncidence ou alors vous vous épaulez, vous vous cooptez pour rentrer dans cette villa ? Je pense que c'est la Fondation Banque Populaire qui a un regard pointu qui les a sélectionnés. La Fondation a l'œil pour trouver des talents, on va dire. Tout à fait. Alors je dis ça tout à fait objectivement puisque je fais partie du jury depuis 2017. Mais c'est vrai que c'est une très belle fondation pour les métiers d'art. On va évidemment en reparler. Mais on profite tout de suite d'emblée pour les saluer parce que je sais qu'ils sont un grand soutien pour vous, qui vous aiment énormément. Et on remercie Martine Tremblay, la directrice. Essentiel, voilà. Et Gérard Descamps, le président du jury. Alors William Amor, on va commencer par le commencement. Comment la matière est entrée dans votre vie ? Déjà, artiste sensible, donc concrètement, la matière, c'est notre base de réflexion. La matière, elle est partout. Donc je dirais que j'en ai toujours eu conscience, même de l'ado. Je pense que quand on a un esprit créatif, tout ce qui nous entoure, en fait, est sujet à création et inspiration. C'était le cas, petit, vous fabriquiez tout le temps Ah oui, j'ai toujours créé. Alors, petit, j'étais vraiment en contact avec la nature. Moi, j'avoue que je suis inspiré par le vivant et il m'a toujours animé. Et je dirais que même dans mes fantaisies les plus lointaines, j'aurais adoré être botaniste, aventurier, dénicher des espèces rares. Et en parallèle, justement, il fallait que j'exprime ma sensibilité. Et donc, j'ai toujours créé, j'ai toujours eu le goût de dessiner, du trait, de toucher la matière. Voilà, je pense que c'est dans mon tempérament, en tout cas. Et dans ma c'était sensibilité. accueilli comment chez vous ? Vous aviez un univers créatif autour de vous qui accueillait
ce tempérament-là? Alors, mon père était artisan, donc déjà la culture de faire avec la main est dans la famille. Artisan de quoi? Artisan dans le bâtiment, D'accord. un touche-à-tout, il savait tout faire. Oui, il y a cette culture du Oui, il y avait des outils, il y avait du faire. matériel, il y avait ce qu'il fallait pour fabriquer. Oui, et faire. Ouais. Faire, agir. Voilà, je pense que le geste, c'est aussi cette notion. Bien Faire sûr. et agir. Bien sûr. Après, j'étais pas dans un environnement artistique. C'était ma sensibilité et je dirais que, voilà, je l'ai assumé. Et en plus, c'était une vraie nourriture pour moi. C'est ma sensibilité, donc de le décider d'en faire une profession. Et puis en plus, je pense quand on est ado, je pense que c'est même la difficulté des jeunes, c'est se choisir et décider de son avenir à 10 à 18 ans. Je trouve que c'est un peu difficile. Et c'est ce que vous avez fait? Ado, vous saviez que ça allait être votre vie et votre chemin d'aller vers... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Pour moi, c'était ma nature. C'était ma sensibilité. J'étais pas forcément dans en tout cas, de se dire que l'art peut devenir un métier. C'est pas si accessible que ça, en fait. Il y a des jugements de valeur sur les artistes et on se dit pas forcément tout de suite que c'est un métier, que ça peut devenir une entreprise. On n'ose même pas l'imaginer, ce destin-là. C'est dur, je pense, aussi de se mettre dans la place d'une projection sensible et ensuite de se dire que c'est un travail, alors que c'en est un gros même. Et Dieu sait que vous travaillez, oui. 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 Et donc, je pense que quand on est jeune, je pense que trouver sa voie et savoir se projeter, et puis surtout accepter sa sensibilité, je pense qu'il faut du temps, en fait. Ouais. Il faut mûrir. Alors, vous avez fait comment, vous? Il était comment l'ado que vous étiez et il allait vers où? C'est un ado hyper sensible qui a appris à se construire. Et puis voilà, qui, comme je pense que tout parcours, on suit un peu le fil de la vie. On a fait des études générales. D'accord, études générales études déjà. Générales, études scientifiques. Ouais. Commencé par un doc de biologie génétique, en tout cas un peu pour tester. Mais dis donc, on dit ça très vite, mais c'est quand même... J'étais très bon en bio, justement. Cet amour du vivant faisait que j'avais, quand on est passionné, la biologie m'a toujours fasciné. Le vivant, en tout cas, moi, je pars du principe qu'on est une espèce animale comme les autres. Et c'est ça qui m'inspire, en tout cas, même dans mon travail actuel. Surtout, même dans mon travail actuel. C'est ça que je rends hommage, en fait. Ce vivant. Donc, j'ai été vers cette voie-là et je dirais que j'avais plus la fantaisie de se dire que j'allais peut-être apprendre à créer justement de nouvelles variétés de fleurs, parce que je suis un grand passionné de botanique, c'est qu'un vrai collectionneur. Moi, elle me fascine. Et donc, j'allais dans ce optique-là en se disant, je me rappelle, j'allais peut-être créer la future Rose Catherine Deneuve. Et en fait, j'ai pas du tout découvert ça. J'ai découvert des études de biologie génétique où on apprenait à dessiner des molécules, la biochimie, et j'avoue que c'était moins glamour de ce que j'imaginais. C'était pas décevant, c'est pas ma sensibilité. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas assez nourrissant pour vous artistiquement, en fait. C'est ça. J'étais plus dans cet environnement d'études scolaires, de biochimie, de sciences. Et c'est vrai que j'avais besoin de cette créativité-là. En tout cas, c'est ma nature que j'ai assumée bien tard professionnellement. Mais c'était déjà là, c'était déjà sensible dans votre vie. C'est-à-dire, par exemple, là, je vous vois jeune biochimiste d'une vingtaine d'années, mais j'ai autour de moi que des fleurs, de la couleur, de la matière. Est-ce que quand vous rentriez à la maison, il y avait des espaces d'expérimentation, de bricolage, ou alors tout s'est éteint? Ah non, tout le temps. Ces études-là étaient des études. C'est-à-dire que c'était un parcours pour se construire dans une société et trouver une voie. Mais concrètement, la créativité, c'est non-stop, toute ma vie. Ouais. C'est-à-dire que c'est ma nature. J'ai toujours été inspiré par les choses, à toucher la matière, à créer, à dessiner, à peindre, à sculpter et à planter mes fleurs dans le jardin. D'accord. Donc le fil rouge, il a jamais été complètement perdu. Et à quel moment vous avez dévié alors de ce parcours sérieux, place dans la vie à quel moment vous vous êtes libéré de ça? 35 ans. Je pense qu'il a fallu bien grandir. En tout cas, d'en décider d'en faire une profession. Parce que il est là le truc. C'est-à-dire que j'ai toujours créé dans mon coin, mais c'est ce que je dis, c'était une nourriture personnelle. C'était quelque chose où j'avais pas forcément envie parce que décider de transformer, en tout cas de professionnaliser sa sensibilité, je dirais qu'il faut aussi être prêt. Parce que c'est amener en quelque sorte quelque chose de sensible à être jugé. Il faut être costaud en fait. Oui, et puis à vendre quelque chose qui vient de nous, parce qu'on reste quand même sur une création. Donc c'est quelque chose qui concrètement vient vraiment de nous. Donc arriver justement à se vendre, parce que pour le coup, je pense que artistes, artisans, designers, etc. mettent beaucoup d'heures. Donc du coup, passer ce cap et de se dire qu'on peut arriver concrètement à en vivre et puis être prêt du coup à se présenter, à se défendre et à faire des propositions créatives. Moi, j'avais besoin de ce temps-là et le déclic a été
des rencontres justement de personnes de mon entourage, notamment une amie journaliste, Virginie Seguin, qui a une galerie d'art et qui avait repéré justement que je faisais des petites fleurs en sac, parce qu'elle m'avait hébergé, et donc elle avait émis un intérêt sur mon travail, m'avait proposé de les présenter pour un événement. Et là, c'était un peu un premier déclic déjà d'intérêt, et ensuite c'était l'année de la COP21 qui a fait que concrètement, je me suis dit et puis 35 ans, je pense qu'on mûrit, j'avais envie d'être authentique, d'être moi. Je pense qu'on a tous un parcours, on a besoin de prendre en maturité, puis à un moment donné, on a envie d'être authentique, d'être sincère, et ça arrive quand ça arrive. Moi, c'était à 35 ans. C'est déjà pas mal, hein. C'est super chouette, je suis très heureux de ça. Mais alors attendez, on sait même pas ce que c'était votre métier sérieux avant. Métier alimentaire, les métiers sérieux, ils ont été divers, mais surtout dans la communication. D'accord. Où justement, j'avais trouvé un peu le compromis. J'étais à la fois en agence, où donc là, on s'occupait de grands créateurs de mode et tout ce qui était publicité, des grands créateurs. J'étais ensuite à mon compte où je m'occupais là plutôt de petits créateurs et de projets sociaux. Déjà, j'avais cette envie, de toute façon, j'ai toujours eu cette envie d'avoir du sens et du contenu. Là, pour le coup, ça aussi, c'est ma nature. C'est que, voilà, on n'a qu'une vie. J'ai juste envie de me la remplir. Et puis de se dire, d'être dans un positivisme. Et c'est vrai, de s'occuper de ce type de projet, ça fait du bien. Et de s'occuper des autres m'a fait du bien. Voilà. Et puis ça m'a permis aussi, je pense, d'être aussi un déclic de m'occuper de moi par la suite. Parce que je pense que, justement, ce choix de présenter mon travail a été ce désir de m'occuper de moi. Et je pense que c'est important. Je pense qu'on va discuter par la suite, mais être créatif, c'est aussi de se dire, en tout cas essayer de vivre dans ce travail. J'ai bien essayé. C'est une sacrée entreprise, je dirais une entreprise personnelle pour créer cette entreprise. C'est-à-dire que il faut avoir quand même apprendre plein de notions. C'est pas juste créer, il faut avoir d'autres notions, il faut arriver à se présenter, il faut arriver à rendre intelligible son travail, il faut rentrer dans une structure sociétale d'entreprise, c'est-à-dire que voilà, c'est pas juste créer, définir un prix, c'est une entreprise. Mais du coup, vous aviez cet atout-là, puisque vous aviez une expérience professionnelle dans laquelle c'était votre métier, de traduire un message en termes de communication, même si vous le faisiez pour les autres, vous aviez ces outils, vous. Cet apprentissage-là, justement, de ces métiers d'avant, m'ont permis d'apprendre ces compétences-là et du coup d'être plus à l'aise, en fait, pour me lancer, parce que je me suis lancé totalement tout seul, sans financement, donc de savoir-faire, ça permet de le faire tout seul. Voilà, demandant beaucoup d'énergie, mais c'est sûr que cet apprentissage-là m'a servi. Et alors justement, l'apprentissage technique, parce qu'aujourd'hui vous avez un métier très technique, quel est votre métier aujourd'hui pour avoir les mots dans votre bouche? C'est quoi votre boulot? Alors, mon métier aujourd'hui, déjà en premier temps, je dirais artiste plasticien et ensuite je dirais ennoblisseur de matières délaissées. Voilà, je pense que le terme, je trouve que ça me correspond bien. C'est les matières de notre société qu'on a jugées sans intérêt, en tout cas après usage, et qui malheureusement se retrouvent délaissés, errants. Voilà, c'est ce qu'on appelle nos déchets, concrètement. Justement, moi qui disais que je suis amoureux du vivant, dans le vivant, il n'y a pas de déchets. On est quand même la seule espèce sur Terre à en créer. Et en plus, je pars du principe que c'est une erreur, parce que c'est un problème de valorisation des choses. Toutes les matières que l'on crée proviennent de ce vivant. Là, on va parler de matières pétrochimiques qu'on a jugées sans valeur, alors que, je le dis souvent en rigolant, mais ce qui est le cas, c'est du jus de dinosaure, donc ça a mis des milliards d'années à se constituer. C'est du jus de dinosaure. Oui, le pétrole est né justement d'un décès massif de dinosaures marins qui ont créé avec les éléments cette ressource fossile que nous, on a traité comme ressource, qu'on a surexploité. Mais là, c'est un exemple, mais en final, ils sont des millions, ces exemples. On exploite le vivant quand même d'une manière excessive. Je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui. C'est la même origine que l'or, que le diamant. Et en fait, c'est juste une question de regard. C'est-à-dire que on nous a mis dans notre culture le fait que ça n'avait pas de valeur, mais ça en a. Rien que du point de vue de l'origine, ça en a, tout au même titre que le coton, la soie. Voilà, le coton avant, c'était une petite graine qui doit pousser. La soie, c'est un cocon de papillon. Le diamant, si on est novice, c'est du gravier. Donc c'est vraiment ce regard là-dessus, et je trouve que, en tout cas pour moi, ça a été logique. Et alors justement, je commençais pour vous faire définir votre métier en disant que c'est un métier technique. Moi, je le vois qu'il y a de la technique autour de moi. Vous n'avez pas appris une technique, vous. Vous êtes plutôt autodidacte. Est-ce qu'il y a un moment, un artisan d'art qui vous a appris une technique? Comment ça s'est passé, cet apprentissage technique?
L'expérimentation, l'apprentissage technique, il y a des années, voilà, je sais même plus compter maintenant, mais on a plus de 15 ans, 16 ans d'expérimentation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette sensibilité créative. Et après, j'observe, en plus j'étais quand même dans des environnements artistiques, donc avec des talents, avec des gens justement qui avaient déjà décidé de vivre de leur art. Donc j'observe et en parallèle, toutes ces expériences m'ont permis d'obtenir toutes ces techniques. C'est-à-dire que justement, c'est cette passion, c'est cette envie de toucher la matière, de la transformer, de l'ennoblir. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend. C'est toutes ces expériences qui m'ont permis du coup d'obtenir des rendus, des textures, des effets, mes techniques. Parce que c'est vrai que j'ai un peu inventé ce qui se passe là. En tout cas, c'est vrai que mon travail me représente. J'avoue qu'il est singulier par le fait là. C'est mes fleurs, c'est moi. Et même la technique qui va avec. Et chaque création, et d'où l'idée que je traite ces matériaux-là comme de l'or. J'ai un regard de préciosité là-dessus, et puis même sur le geste. Donc en fait, chacune est unique. Et c'est vrai, j'aime la poésie de se dire que, en fait, les matières que je récupère sont des graines. Et au final, je sais pas ce qu'elles vont devenir. Elles sont rangées dans la cave, et à un moment donné, on va les planter, et de cette créativité va pousser quelque chose. J'aime cette idée-là, et en fait, c'est là où toute la créativité va se mettre en jeu. C'est-à-dire que il y a ces expériences de toutes ces années, mais en fait, qui se cumulent aujourd'hui. C'est-à-dire que à chaque projet, à chaque matière que je vais rencontrer, il y a cette recherche non-stop de technique, parce que la technique pour moi est une expression d'un geste qui du coup à terme va se cadrer et devenir un process. Mais en plus, ennoblisseur c'est un métier pour le coup, et qui existait, donc il y a des dialogues et des emprunts à faire aux plumassiers, aux ennoblisseurs comme par exemple des ateliers comme l'Aigeron ou le Marié qui font du gaufrage sur des pétales de fleurs. On reconnaît un peu tout cet univers-là, mais en revanche je vois pas leurs outils. C'est quoi vos outils à vous ? Alors, ils sont là, mais justement, je me suis inspiré de tous ces métiers. Dans ce principe de vouloir traiter ces matériaux avec noblesse et de les traiter comme on peut traiter l'or, la soie, je me suis inspiré de ces métiers qui ennoblissaient tous ces matériaux. J'utilise des fers, j'utilise des outils de joaillier, ils sont un peu partout. Le jardin est foisonnant de plein d'outils. En fait, donc allons-y, donc des fers, des outils de joaillier. En fait, je détourne tout. N'importe quel outil peut m'intéresser, et même n'importe quel geste. Et je pense que j'ai un regard aussi d'observation sur tous les métiers créatifs, parce que du coup, il y a mes mains qui sont quand même les grandes principales actrices, et la vision d'un rendu aussi, ce qui pour moi est un outil. La vision d'un rendu, c'est-à-dire un rendu 3D ? Non, d'un rendu esthétique dans la tête. C'est-à-dire que d'un rendu esthétique dans la tête, justement, quand je dis que mon travail rend hommage au vivant, c'est ce rendu du vivant, c'est la texture, la matière. Pour moi, tous ces effets, en fait, sont dans le vivant. Le nervurage, le gaufrage, le plissé, c'est le vivant. Et donc, c'est important d'avoir ce rendu, parce que je dirais qu'il y a tous les outils que je peux emprunter justement au métier d'art, toutes les pinces de précision. J'adore utiliser les outils de joaillier avec des Dremel pour dépolir la matière, pour la graver. Si on parle de pétrochimie, on va aussi travailler avec la chaleur, parce que pour le coup, c'est une matière qui est thermoréactive. Donc du coup, tous les outils, en quelque sorte, ils sont capables de générer de la chaleur et divers et variés. Parce qu'au final, un fer, c'est justement ça. On utilise un outil qui va conduire la chaleur, mais d'une manière précise pour donner, en quelque sorte, des galles ou des formes ou des gaufrages. Il y a différentes, il y a la flamme, il y a des pistolets à chaud, etc. Et en fait, tout ça, c'est toutes ces années d'expérimentation. C'est chaque petit test qui m'ont permis, en tout cas, d'avoir un effet, un rendu, et puis d'avoir ce regard d'observation. On fait un test, un geste, ça va nous donner quelque chose. Et en fait, de ce quelque chose, c'est une petite graine d'une technique qui va se développer avec le temps, parce qu'en fait, il y a que le temps qui va aboutir les choses. Et aussi, j'ai l'impression que vous avez une vraie liberté, en fait, par rapport à la technique. Du fait de pas venir d'une certaine école, d'un certain apprentissage, tout est possible. Tous les outils sont bienvenus dans cet atelier. En quelque sorte, je bénis mon côté autodidacte, parce que oui, ça crée une certaine liberté, en tout cas de pas avoir en fait de référent, d'avoir été non-stop dans l'expérimentation. J'ai aucune limite créative. C'est-à-dire que concrètement, quand on me dit voilà, est-ce que vous faites que des fleurs, vous faites des animaux? Aucune, c'est les rencontres, et je refuse d'avoir des limites. Je pense que même dans la vie, je pense qu'il faut pas avoir de limites créatives. On peut pas tout faire, mais qui dit pas qu'on ne peut pas essayer. C'est juste de la recherche et du travail en fin de compte. Je refuse de mettre des limites. Et puis en plus c'est assez génial, parce que du coup chaque opération est un challenge. C'est ce que j'aime, de créer de la pièce rare, de la pièce unique, et même de travailler avec des déchets que je ne connais même pas. Je trouve que déjà c'est des rencontres, et ça crée aussi justement une création qui va être unique, porteuse, et qui me met moi dans un côté ce challenge, son propre défi sensible, et ça c'est assez grisant.
Alors, on a une passion au Craft Project, c'est les noms techniques, les mots techniques des métiers. J'ai pas forcément créé un vocabulaire vraiment exprès. Je dirais c'est plus sur les rendus où voilà, il va y avoir des noms plissés nervurés, plissés d'œillets, etc. Marqueterie de mégots. Oui, mais quand même, la marqueterie de mégots, c'est... Oui, voilà, ils ont tous des petits noms, mais je dirais c'est de l'impro. C'est de l'impro en plus comme chaque chose et voilà, c'est... Je vois des crayons de couleur qui sont exactement les mêmes que mes filles. Je vois du vernis à ongles, des rouleaux de scotch, mais pareil, de scotch d'enfant, quoi. Et bien sûr, je vois des pointes de plumacier, je vois des pinces, je vois tout un jardin de fleurs que je ne sais pas nommer parce que j'ai pas votre talent de botaniste. On peut nommer les fleurs qu'on a autour de nous ? Oui, bah pareil, c'est des fleurs qui sont quand même imaginaires pour la plupart. Après, elles ont toutes des petits noms, donc on a des papavers Polutea, on a des iris plastic bottle, on a là il y a des tout nouveaux des papavers pergélisol, pergisol. Voilà, il y a un peu du mot. Voilà ma poésie. Ah oui, la poésie ici est omniprésente. C'est justement dans les petits mots, on a plus des petites mascottes. On a Camille, la chenille mégot. On a ici, on est voilà dans un jardin poétique où au quotidien on joue avec ça et puis c'est chouette, c'est mon univers, c'est cette fantaisie, c'est un monde onirique, sensible et tendre, un univers Tim Burton des métiers d'art, c'est voilà. Complètement, c'est très bien dit, tout à fait. Pour créer les choses, la matière, je la récupère, donc elle est soi-disant sans valeur. Bon après, elle en prend dès que je la touche, parce que concrètement, vu le temps qu'on passe, rien que parce que... Alors, si on parle déchets plastiques, on parle pas matière là, on parle produits de consommation. Donc concrètement, il faut se dire que voilà, on récupère des vieux produits de consommation qui ont été abîmés, qui ont une vie, et de là, on va faire une matière. C'est-à-dire que déjà, il y a quand même un temps, donc bien en quelque sorte, je dirais que on l'achète peut-être pas, mais en fait, on lui donne la valeur en prenant tout son temps pour l'ennoblir. C'est comme je dirais l'agriculteur qui va planter le coton. C'est-à-dire qu'on l'oublie peut-être dans la conception de la création, mais honnêtement, c'était une graine qui était dans la terre, qui a mis 1 an, qu'ensuite a été traité, voilà. Donc c'est exactement un peu la même chose. La façon dont vous défendez la valeur de votre matière, qui me paraît moi être une évidence, ça me rappelle certains artistes, artisans d'art du papier, qui sont obligés parfois de dire à leurs clients, oui, je sais que le papier, à la base, dans votre esprit, c'est pas cher, mais le temps que j'y passe donne beaucoup de valeur. C'est un peu ça que vous amenez comme argumentation aussi pour expliquer que... Ouais. Totalement. Parce que peut y avoir dans l'idée de vos clients que... Vous êtes obligé de défendre vos prix un peu plus fort, vous pensez, du fait que vous utilisez des déchets ? Oui, le déchet, de toute façon, est considéré sans valeur, surtout quand on commence. Je dirais que là, je me justifie moins parce que je dirais que j'espère que mon travail parle tout seul. Mais au départ... Mais de toute façon, les gens qui sont pas dans la création, je pense qu'ils ne connaissent pas le process technique. C'est très dur pour des gens qui sont pas dans nos univers et dans ce process artistique de comprendre, en fait, tout le temps passé pour arriver à ce résultat-là. Justement, moi, je vois des réactions où les gens pensent que c'est de la magie. Où on se rend pas compte que ça, c'était un mégot de cigarette et qu'on arrive à tel ou tel résultat. Mais en fait, cette magie, c'est du travail. Bien sûr. Et en fait, on n'arrive pas à ça comme ça. Oui, peut-être qu'on l'achète pas cette matière, mais concrètement, voilà un vieux mégot tout moche. C'est pour ça que malheureusement, au niveau industriellement, le recyclage n'est pas au point, parce que concrètement, c'est des coûts extrêmes en quelque sorte. Si dans une société, on devrait inclure justement ce système-là, en fait, c'est des coûts extrêmes. D'où la problématique actuelle de notre retraitement de nos déchets. C'est pas fait parce que justement, c'est une valeur humaine qui est conséquente. Et puis c'est très dur justement pour des gens d'extérieur de comprendre tout le process. Donc oui, on revient au premier client. Vous avez dû faire un travail de pédagogie que vous faites certainement encore, mais qui a dû être important. Ah bah oui. En plus, c'est vrai que moi, je voulais vraiment aller plus loin que la notion d'upcycling et de réemploi de la matière. Je voulais vraiment montrer que le plastique peut être aussi beau que du cristal, que de l'or, montrer la préciosité. Et donc, c'est vrai, pour arriver à cette préciosité, il y a un temps ultra long, à la fois dans la réflexion et à la fois dans l'action, dans les gestes, dans les techniques et dans les finitions, dans tout. C'est vrai que j'y mets un temps fou et je trouve que c'est génial justement parce que je trouve que la rareté a cette magie-là.
C'est ce que j'aime, que je me dire que, en quelque sorte, il y aura sûrement qu'un bouquet de mimosa, parce que il sera porteur de toutes ces notions. Et je pense qu'en plus, ça marque notre unicité à tous. Comme chaque humain, on est tous uniques, on est tous différents. Et c'est cette diversité, en fait, qui est ultra riche. Et en fin de compte, ça regroupe toutes ces notions. Alors, je reviens toujours à mon concret d'entrepreneur qui se lance. Alors, j'imagine que vous aviez un réseau parce que vous travailliez déjà dans un milieu créatif, ou alors vraiment là aussi vous êtes reparti de zéro? Ah bah je suis reparti de zéro parce que c'était pas du tout les mêmes gens, et puis en plus c'était pas du tout le même rôle. C'est-à-dire que déjà moi ma sensibilité personnelle concrètement elle était personnelle. Ouais. Donc honnêtement mes collaborateurs, mes clients, ou en tout cas ma première vie, j'avais le rôle qu'on m'avait donné, c'était ma Madeleine de Proust, donc ils n'avaient pas à partager, donc je pense qu'on m'a découvert, et tout était nouveau, parce que c'était pas les mêmes acteurs, tout était à construire. Combien de temps ça vous a pris à retrouver le salaire que vous aviez en tant qu'indépendant ? Alors là, c'est une question qui est... pour le moment, c'est un peu complexe, parce que je dirais que je pense que vous allez poser la question à tous les chefs d'entreprise. C'est encore dur de se payer. Là, le fait que on a des très beaux projets, mais en fait, on investit sur un projet. Oui. On investit sur une entreprise. Donc, on va payer le lieu, on va payer les gens, on va... Et tout ce temps de recherche. Mais je dirais que pour le moment, je suis encore l'investisseur de tout ça, mais tout est en construction. Je dirais que là, concrètement, j'investis tout sur la boîte, et qu'au final, je n'ai pas de salaire. Comment on peut concrètement, mais comme beaucoup d'entrepreneurs. Comme beaucoup d'artisans d'art. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut des années. Là, tout se construit bien. Et ce que je trouve ça chouette, c'est que déjà, concrètement, j'arrive à investir, à payer des gens, à créer une entité, et déjà ça se nourrit. Et puis tout se construit. Et je dirais que, mais il faut bien, je pense que 5 ans, 6 ans pour arriver à vivre déjà correctement, en tout cas minimum de son travail. De toute façon, je pense qu'il faut pas attendre non plus. Je pense que quand on fait ces métiers-là, on n'est pas dans je pense pas dans une optique financière. Moi, je pense que c'est déjà, j'essaie de construire une entreprise qui a du sens. Bien sûr. Voilà, et d'en vivre. Point. Oui, voilà. Non, on est bien d'accord que c'est jamais dans une optique d'enrichissement énorme, mais bon, quand même, la dimension économique, j'aime beaucoup l'aborder parce qu'elle fait partie de nos vies, c'est très important pour pouvoir durablement continuer à faire un métier, de pouvoir en vivre suffisamment, et c'est une problématique, c'est long, voilà, je pense que c'est important qu'on le dise. Même vous, entre guillemets, dont on entend parler partout, qui avait des projets incroyables avec des maisons incroyables, la vérité de nos métiers et de ce secteur, c'est que même dans ces moments-là, c'est pas facile. Ah oui, et puis en plus, je dirais que celui qui est l'auteur, je dirais, c'est un peu le dernier de la liste. En tout cas, c'est normal et tout va bien, justement, c'est comme ça. C'est sûr qu'il faut en prendre conscience. C'est sûr que on n'est pas salarié tous les mois, on n'a pas notre salaire fixe. C'est différent. Je pense qu'on fait pas les choses de la même manière. Justement, on a cette liberté-là, on construit. Donc on s'en sort. C'est long. Il faut se mettre des graines partout. Il faut agir beaucoup. Oui, cette idée de graines, elle est très importante parce qu'on m'en est écouté par beaucoup d'artisans. Donc je pense que c'est un bon conseil à donner que vous avez mis en pratique pendant des années. C'est que les graines de business sont très longues à pousser. Mais c'est et il faut en semer sans arrêt. Sans arrêt, je pense que c'est comme dans tout parcours, et puis surtout dans une entreprise personnelle, ce sont vraiment des graines. Voilà, chaque rencontre que l'on va faire, c'est une graine que vous émettez, et en fait, elle peut arriver 6 ans, 7 ans après. Moi, je vois que toutes les graines que j'ai semées au départ, en fait, ils sont concrétisés longtemps après. Et parfois tout en même temps. Vous dites que vous étiez un peu chargé en ce moment. C'est bien, mais c'est la saison des récoltes. C'est ça. En tout cas, faut pas perdre patience dans les choses. C'est sûr qu'il faut agir, faut être dans l'action. Même, je dirais, en plus dans une période particulière comme on traverse, parce que depuis 2020, je pense que, surtout pour des artisans comme nous, c'est un peu difficile, ce manque de projection. Et donc, je pense, faut être dans l'action, faut faire. Et aussi, je voudrais revenir dans la dimension économique sur l'importance et la préciosité d'accompagnateurs publics ou privés des métiers d'art. Donc, je pense là, on va reparler de la Fondation Banque Populaire, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres prix. Il y a le prix Bettencourt pour l'intelligence de la main, qui est un peu le Graal parce qu'il est extraordinairement bien doté. Mais il y a plein d'autres prix, plein d'autres accompagnements, et j'aimerais qu'il y en ait de plus en plus parce que c'est vraiment indispensable pour que les artisans puissent continuer à faire leur métier, à faire de la recherche, à transmettre. C'est indispensable. Concrètement, je pense que j'aurais pas pu construire jusque-là sans avoir pas de partenaire. Parce qu'on a besoin de finances. Justement, comme on le disait juste avant, on construit une entreprise et on gagne pas sa vie comme ça. C'est-à-dire que c'est long, donc si on n'a pas ce soutien, avec la Fondation Banque Populaire, ça nous a permis d'accéder à l'atelier. Les ateliers de Paris m'ont permis de comprendre
comprendre ce qu'était une entreprise créative et d'être accompagné sur toutes les bases, sur la comptabilité, sur des petites choses. Oui, c'est important parce que les ateliers de Paris ont une offre de formation à destination des artisans dont on me dit beaucoup de bien, qui a l'air très qualitative, et je crois que c'est bien qu'on en parle et que les gens la connaissent. Oui, parce que c'est toutes ces petites notions, c'est quand on est créatif, en fin de compte, et qu'on veut en vivre, en fait, il faut comprendre qu'on va créer une entreprise. Et pour le coup, c'est que je pense quand même deux langages très différents. Parce que créer une entreprise, ça veut dire que il va falloir faire un business plan. Il va falloir avoir des notions comptables, donc des chiffres, des projections, le coût d'un atelier, le coût de nos créations, le temps passé, la recherche, la communication, arriver justement, ce que j'y disais, à rendre intelligible qui on est, sa proposition. On est loin quand même du faire. C'est-à-dire que faut avoir quand même un regard extérieur. Donc le fait d'être entouré, les ateliers Paris ont été essentiels pour moi, parce que déjà ça m'a permis d'être un environnement bienveillant qui donne de l'énergie, et en plus on est avec des profils comme nous. C'est-à-dire que c'est une communauté d'artistes, d'artisans qui sont là dans cette aventure, dans l'idée on va créer notre aventure professionnelle. Et le fait d'être ensemble, rien que donner de cette énergie. Je pense que le plus important, c'est arriver à récupérer cette énergie, parce que faut quand même être cash. Je pense que c'est comme tout le monde. Ces constructions-là sont pas roses tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'inquiétude, on sait pas forcément où on va, et le fait d'être entouré, d'être accompagné, ça m'a permis de m'alléger, ça m'a permis de me sentir soutenu, ça m'a permis de me dire tout va pas s'effondrer si on n'a pas de projet à ce moment-là, parce qu'on a le soutien de la Fondation Banque Populaire qui va nous aider sur tel développement. Moi, je vois que ça m'a tranquillisé. D'être serein dans la construction de son activité, c'est quand même, c'est un luxe. Et leur soutien, pour moi, ont été des partenaires clés. Ça m'a donné l'énergie, les moyens, et on se sent pas seul. Donc je pense que c'est important de trouver des partenaires institutionnels qui sont là justement dans cette notion bienveillante de nous épauler et à construire nos idées et à mettre en lumière cette créativité pour qu'on en vive et faire vivre aussi d'autres personnes. Oui, et je cite aussi la Fondation Rémy Cointreau. Je sais pas si vous faites partie de leurs lauréats. Oui, ils nous ont épaulés sur l'achat. Justement, on a il y a un antiquaire, Buard Antiquité, qui nous avait déniché des vieux outils de paruriers floraux du 19e, et la Fondation Rémy Cointreau m'a épaulé pour les acquérir et les rénover. Grand défi. Des outils du 19e qui étaient rouillés, qui étaient en dormance, et je suis heureux de les rendre vie, parce que pour moi c'est pareil, c'est une trace de savoir-faire quand on regarde avec détail ces emporte-pièces ou ces gaufroirs, ou quand on voit le travail dessus, c'est assez fou. J'en montrerai un tout à l'heure, mais c'est vrai, quand on voit tout le nervurage, on se dit je suis fascinée par rien qu'au 19e, voilà, en tout cas moi ça me fascine. Tout à fait. Alors sur ce sujet-là, donc déjà pour souligner la réactivité de la Fondation Rémy Cointreau, qui est capable de réagir sur des demandes ad hoc comme ça, sur un projet rapide, et Caroline Martarillac, qui la dirige, est particulièrement pointue, connaisseuse des métiers d'art, et sait répondre au sujet. Alors je le dis sans aucune objectivité, puisqu'elle fait partie aussi des mécènes de The Craft Project, de la Fondation Rémy Cointreau. Donc de toute façon, je crois qu'on se connaît tous, on s'aime tous, et je crois que c'est pas grave, on a le droit de dire du bien les uns sur les autres. Mais c'est aussi pour ça qu'on a monté le dispositif de microcrédit avec l'association The Craft Project. C'est pour ceux qui sont pas encore accompagnés par des fondations, qui n'ont pas le temps de faire des dossiers à la banque, pour pas rater des occasions comme des lots d'outils qui passent aux ventes aux enchères. C'est tellement important, tellement rare, et il faut absolument sauter sur l'occasion, parce que parfois ils partent au prix du métal, et des artisans comme vous, enfin comme nous, comme ceux de la communauté du Craft Project, donnent réellement une seconde vie ou une millième vie à ces outils-là. Donc nous, on a fait ce dispositif de microcrédit. C'est de l'argent qu'on prête facilement, gratuitement aux artisans d'art pour ce type de projet-là. Donc voilà, déjà, si vous êtes artisan d'art, vous pouvez nous solliciter pour ça. Et surtout, si vous êtes tous les auditeurs du Craft Project, vous avez été 500 000 jusqu'ici à nous écouter, ce qui est énorme. Mettez 1 € chacun en donnant à l'association du Craft Project sur notre site internet, et ça nous permettra d'avoir autant d'argent à prêter infiniment, puisque les prêts se remboursent sur 3 ans et on les reprête infiniment dans les ateliers. Donc l'idée, c'est d'avoir un cercle vertueux. Voilà, c'était pour le microcrédit et les outils anciens à ne surtout pas laisser passer quand vous êtes artisan et que vous voyez une vente aux enchères. Alors, on n'a pas parlé, c'est une question traditionnelle du podcast, des anges gardiens qui, sur votre chemin, vous ont nourri, vous ont ouvert les portes, vous ont transmis. Les anges gardiens. Bon,
Moi je crois aux énergies, donc du coup c'est plein de rencontres et en fait chaque rencontre va nous porter. Et je vois c'est ce qui a été le cas dans mon parcours. Toutes ces personnes-là sont des anges gardiens, les gens qui m'ont entouré. On a parlé des fondations des partenaires, mais je vois même dans mon atelier, il y a des anges qui sont passés dans mon atelier. Là, je voudrais faire signe à Marion Lebellec, qui m'a rejoint aux ateliers de Paris, qui a été mon assistante pendant 2 ans et qui m'a donné une énergie folle. C'est vrai, quand on démarre, moi j'ai démarré dans mon appartement, donc à 20 mètres carrés, couvert de déchets, etc. Ensuite, il y a les ateliers de Paris qui ont été le premier espace, le premier cadre où j'ai pu vraiment semer les graines et aussi les faire partager, parce que le fait d'avoir un lieu à l'extérieur permet de le faire. Marion est arrivée à ce moment-là, j'ai rencontré mon agent, Valérie Henry. Pareil, pour moi ça a été un élément clé parce qu'on a besoin d'être entouré et d'avoir un regard sur notre travail. Et j'avoue que mon agent m'a permis de me défendre. Valérie est une rencontre qui m'a permis justement de travailler avec des très belles marques du luxe et de faire des beaux projets, et c'est important de m'entourer. Et après j'ai plein d'anges gardiens. Depuis 2018, c'est une démarche volontaire dès le départ, rien que de donner du sens et de rompre avec le jugement de valeur. J'accueille des personnes handicapées. Donc dans les anges gardiens, je dirais il y a Carole Nossan, directrice de Fondation des AT, qui a cru à ma vision art-thérapie, d'être dans l'inclusion. Et après il y a tous les gens qui sont venus à l'atelier, qui m'ont rentré. J'ai envie de citer Clémence, Alison, Aurélie. Il y a tellement de gens. En fait, c'est toutes ces énergies-là. C'est ce que je bénis dans le côté autodidacte. C'est une construction personnelle. Et en fait, je pense que ce qu'on retrouve dans ma création, c'est toute cette énergie-là. Et même moi, quand je regarde mon travail, en fait, je vois que des souvenirs, je vois que des gens qui m'ont épaulé, aidé. On va repartir des copains des ateliers de Paris, qui sont aussi à la Villa, là, coucou à Karl Maslow et tous les autres, hein. Voilà, moi je sais que je suis très basiquement un animal humain en quelque sorte, et toutes ces énergies positives nous donnent envie de construire et on se nourrit de ça. Et oui, c'est tous des anges gardiens qui font partie d'une aventure et c'est chouette. Et qu'ils reçoivent aujourd'hui leur ribambelle de merci. C'est une reconnaissance. C'est des moments de vie, des belles rencontres qui font partie de ma construction. Puis j'espère que justement, dans ces échanges bienveillants, humains, et je trouve que ça fait partie des graines que l'on sème en fait. Bien sûr, aussi. C'est sûr. C'est ces graines sensibles, ces graines humaines. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une vie. Donc autant se la remplir. Et même si justement on parle d'économie, je pense qu'on peut créer des économies qui ont du sens, qui sont dans une réflexion autre que juste générer cette valeur financière pour créer une économie. C'est pas forcément simple, mais je pense que c'est jouable. C'est vrai, c'est un écosystème humain et c'est aussi un écosystème économique. Et c'est Steven Leprisé, donc qui est ébéniste, qui disait que lui, presque 50% de ses boulots quand il a démarré venaient d'autres artisans. Donc c'est vrai que ces graines d'humanité, de plaisir à travailler ensemble, c'est aussi des graines de travail qui peuvent tenir et faire durer un atelier. William, vous avez donc inventé votre métier et vous n'êtes pas le premier à ce micro. On a connu plusieurs personnes qui ont fait ça et qui sont devenues maîtres d'art. Je pense d'ailleurs à Pietro Seminelli, une belle référence pour vous, mais il a un parcours qui ressemble au vôtre et même une énergie qui ressemble à la vôtre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il faudrait. Pas personnellement, mais... Et donc Pietro, il a inventé son métier de plisseur architectural et puis il est devenu maître d'art et puis maintenant il transmet. Vous déjà, on vous souhaite de devenir maître d'art. Les appels à candidature sont ouverts, donc si vous le saviez pas, je vous le dis. Faites-le, candidatez parce que vous avez inventé un métier technique et poétique, un pur métier d'art et ce serait merveilleux qu'il soit récompensé et reconnu à ce titre-là, si je peux donner mon humble avis sur la question. Mais aussi, vous avez déjà commencé à transmettre. C'est ce que je trouve aussi très beau dans votre démarche, vous l'avez dit et on le sent dans tous vos mots depuis tout à l'heure, c'est que vous êtes un humain très connecté, très dans la communion avec les autres et vous avez bénéficié notamment du prix du perfectionnement de la ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc moi et Jenna Brou, on a candidaté pour avoir le prix perfectionnement. Jenna, du coup mon assistante actuelle, elle est issue d'un parcours métier d'art, donc elle a fait tout son cursus métier d'art et elle a eu un stage chez moi l'année dernière. Elle a fait son parcours sur quelle discipline? Broderie. Broderie, d'accord. Broderie. Après, elle est vraiment polyvalente, c'est-à-dire que pas que de la broderie, elle a ce côté plasticienne aussi, où elle touche à tout, à la matière en fait. Donc voilà, même broderie essentiellement. Elle a eu un stage chez nous et en fait, l'idée de poursuivre financièrement, c'est pas forcément simple pour une jeune entreprise. Ce prix de perfectionnement, en fait, m'a permis de donner une bourse, pour le coup, au lauréat, donc à Jenna, qui va lui permettre, du coup, de rester 1 an dans mon entreprise. Et moi, ça va me permettre, justement, de lui transmettre mes gestes et surtout,
j'avoue que les miens sont quand même singuliers parce que ils sont dans ma tête. Et 1 an, ça passe tellement vite. C'est pas trop court pour arriver à transmettre, et sur le fait que justement transmettre son savoir, pour le fait de construire ses équipes, parce que je dirais que ma difficulté, c'est peut-être celle-là. Il est essentiel de transmettre parce qu'on passe tellement de temps sur la matière que pour faire des gros projets, il faut que je m'entoure de petites mains, même si je finis chaque pièce et que je pense chaque pièce, tout ce qu'on veut. Il y a tellement de phases de travail sur la matière, c'est comme tous ateliers. Sinon, il y aurait que quelques fleurs par an. Il faut transmettre, et puis en plus c'est important. J'aime cette idée, en plus ma démarche artistique, je trouve qu'il y a un lien quand même à la transmission. Et donc voilà, de pouvoir passer 1 an avec quelqu'un au quotidien, c'est à la fois transmettre ses gestes, transmettre sa sensibilité, transmettre sa vision. Puis en plus je pense que pour un jeune, moi j'aurais adoré en quelque sorte pouvoir vivre une expérience comme ça aux côtés. Ça permet aussi un sortie, je pense, d'études. Après là c'est plus Géna qu'il faudrait qu'elle parle parce que je suis pas elle, mais on l'attrapera à la sortie. Je pense que c'est bien d'avoir un soutien pour vivre une période d'1 an dans une entreprise. Oui, et concrètement, c'est 10 000 € la bourse qui permet de tenir pendant un an. Merveilleux dispositif que je pense que important d'éclairer aujourd'hui à ce micro. C'est un dispositif de la ville de Paris. La Fondation Rémy Cointreau, d'ailleurs, est le partenaire principal, donc qu'il soit aussi remercié. William Amor, nous connaissons une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique ? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi ? Que ça continue. Que l'aventure continue, qu'il y ait encore plein de belles rencontres, que je rencontre justement plein d'entités ou de gens qui nous ressemblent, créer de la poésie et semer encore plein d'autres graines, et voilà, que l'aventure soit longue et aussi ensoleillée et lumineuse qu'elle est, et puis parsemée de fleurs bien sûr. C'est une merveilleuse conclusion. Merci William Amor. Merci Raphaël. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.